Salut à toi, je te remercie d'être sur la première vidéo de la chaîne. Ici, on va parler sous plusieurs formes et formats de ce sport dont le langage est universel. Je parle bien évidemment du football. Alors pour démarrer, on va commencer sur un concept où le but sera de passer en revue une à une les équipes qualifiées pour la Coupe du Monde 2022. Concept largement inspiré par Willou, et tu l'auras compris sur la miniature, aujourd'hui, c'est tout Qatar. Alors, on va faire un petit focus sur l'histoire récente des Anabis. Ils étaient 102e au classement FIFA en 2017, ils sont désormais 49e, vraiment une progression vitesse grand V. Ils participent à leur première Coupe du Monde cette année, ils en sont les autres, comme vous le savez probablement. Et ils ont un parcours récent assez intéressant, c'est-à-dire qu'en 2019, pour une nation qui ne part de rien, entre guillemets, en 2019, ils décrochent la Coupe d'Asie en finale face au Japon, ce qui n'est quand même pas rien. Puis une troisième place à la Coupe arabe, en se faisant sortir par les tenants du titre, l'Algérie, euh, sur un match en plus au bout du bout, à la 90e minute et 17 minutes de temps additionnel, ils prennent ce but salvateur qui les sort de la compétition et va vaincre l'Égypte pour obtenir cette médaille de bronze. Alors c'est une nation vraiment qui est grandissante parce qu'on avait eu à l'époque des polémiques concernant leur naturalisation, mais ce n'est plus le cas, ce n'est plus quelque chose de viable. La FIFA a décidé de vraiment taper du poing sur la table, a mis en place une politique de naturalisation beaucoup plus stricte que précédemment. Désormais, le Qatar se voit être dans l'obligation de former leurs joueurs, entre guillemets, avec des centres de formation mis en place depuis à peu près 5 ans. L'équipe qatari actuelle est vraiment une équipe qatari. Alors on va en profiter pour faire un petit point sur leur qualification, que je compte un petit peu dans l'histoire récente. On sait que le Qatar est d'office qualifié pour la Coupe du Monde étant donné qu'elle se déroule chez eux, mais ça ne les a pas empêchés de faire un super parcours, un parcours sérieux. Ces joueurs-là savaient qu'ils étaient qualifiés d'office, quoi qu'il arrive, ça ne les a pas empêchés de travailler correctement, à l'image de leur sélectionneur, mais on y reviendra plus tard. Ils finissent premiers de leur groupe avec 22 points pris sur 24, qui est quand même assez relevé. La poule avait un niveau assez faible, certes, mais il fallait aller les chercher ces points-là. Seuls l'Australie et le Japon font mieux en termes de points, en récoltant le maximum de points possible. On va aussi noter leur imperméabilité en défense. Sur 8 matchs, ils n'ont encaissé qu'un but. C'est vraiment impressionnant. C'est la meilleure défense de toutes les phases de poule de leur continent. Seule la Corée du Sud arrive à faire mieux, pas mieux, autant, alors qu'ils ont disputé 2 matchs de moins. Donc vraiment, le Qatar est sur la meilleure défense de toutes les poules de cette qualification-là. Il y a un petit point d'ombre, c'est en ce qui concerne l'attaque. Je vais vous afficher des statistiques où vraiment des 70% de possession, presque 40 tirs dans le match pour marquer un but tout au plus. Ça reste assez problématique. Alors concernant l'effectif, on a une équipe à 26 ans de moyenne d'âge environ. Je m'excuse d'avance pour la prononciation. On attaque avec le gardien, Al-Shib, un gardien qui est surtout bon sur sa ligne, avec des arrêts réflexes parfois impressionnants. Moins par contre dans le jeu aérien, on le voit souvent boxer les ballons, vraiment la facilité, avec un jeu au pied parfois approximatif. Devant lui, une défense à 3, avec Roro, le Brésilien naturalisé, à qui on doit la réussite défensive, avec à ses côtés Rouri, qui est vraiment le patron, et Hassan, qui est peut-être le joueur le plus talentueux sur le papier. Il est passé par Eupen, la filière qatari en Belgique. Donc c'est vraiment à cette passe défensive-là qu'on doit en grande partie la réussite du Qatar durant ces dernières années. Elle se connaît parfaitement, on sent une alchimie, des joueurs qui s'entendent vraiment bien, des joueurs qui jouent ensemble aussi en club, on y reviendra plus tard, ça fait vraiment une bonne partie de l'équipe. Concernant les latéraux, on commence par le gaucher Alamine, tout fraîchement élu meilleur joueur
U23 de la saison au Qatar. Alors là, on a vraiment le plus gros potentiel de l'équipe en termes de rapport jeunesse-talent. Alors je n'ai pas vu jouer 10 matchs, donc difficile de s'exprimer. J'attends de voir qu'est-ce que ça peut donner sur une Coupe du Monde. À droite, son homologue Mohamed, un profil beaucoup plus dynamique, un petit gabarit qui vraiment multiplie les allers-retours. Il peut évoluer à plusieurs postes, il est polyvalent. C'est un petit peu le couteau suisse de l'équipe. Au milieu de terrain, on a trois garçons, à commencer par Alaidos, qui a peut-être ce rôle un peu plus offensif, un peu entre le 8 et le 10. Il est le capitaine et surtout la légende du Qatar. Footballistiquement parlant, il a atteint 164 sélections, si je ne me trompe pas. C'est le joueur le plus capé, tout simplement. Un petit peu sur la vieillesse, ouais, mais toujours un joueur important pour cet effectif. Et juste derrière lui, on a Boudiaf qui habituellement peut évoluer sur le côté gauche et Al-Bayati qui peut évoluer en tant que défenseur central. Donc c'est peut-être le point d'ombre que j'aurais trouvé à cette équipe. Un faible rendement offensif qui peut venir de là pour moi, c'est ce milieu de terrain où il n'y a pas ce 8 de formation. On a des joueurs qui peuvent évoluer un petit peu de partout, mais ne sont pas 8 naturellement. Alors dans un jeu, on y reviendra plus tard aussi avec Félix Sanchez-Bas, le sélectionneur espagnol, habitué, formé à la Masia, il demande à retranscrire les choses qu'il connaît. Donc ce jeu-là un petit peu à l'espagnol, où il faut la possession, il faut des milieux de terrain disponibles, assez techniques, qui ont du ballon. C'est peut-être là que ça peut un petit peu pêcher pour cet effectif pour moi. Maintenant, passons à l'attaque et à ce joueur dont j'ai vraiment envie de vous parler. C'est le joueur présent sur la miniature, Akram Afif. Alors c'est sans aucun doute le joueur le plus attractif, avec le plus de talent. C'est un super détonateur, vraiment. Dès qu'il touche le ballon, il crée quelque chose, il crée le danger. Il vient chercher les ballons parfois jusqu'à ses milieux défensifs. Et c'est le premier relais que l'on cherche. Donc vraiment un détonateur à l'œil, c'est fantastique. Si je devais miser sur un joueur à l'avenir dans cette équipe, je miserais sur Akram Afif. Il a tenté aussi la filière Eupen en Belgique. Il a fait un petit prêt à Villarreal, pas concluant. Je ne vais pas lui en tenir rigueur, il est tellement agréable à l'œil. J'ai hâte qu'il nous éblouisse durant ce mondial. Il vient de sortir d'une saison où il vient d'être élu meilleur joueur de la saison au Qatar, dans le championnat qatari, avec 14 buts et 17 passes décisives en 22 rencontres. C'est juste astronomique. Et pour bien l'accompagner, on a en plus de ça un bon buteur qui est Almouez. Vraiment un profil beaucoup plus finisseur, donc il se complète très bien les deux. Il vient de finir, lui, meilleur buteur des phases qualificatives à la Coupe du Monde, avec 6 réalisations. Donc c'est vraiment l'élément qui finit. Il ne lésine pas sur les efforts, il multiplie les allers-retours et c'est un point qu'on pourra vraiment observer chez eux, c'est qu'il n'y a personne qui ne met pas le cœur à l'ouvrage. Vraiment jusqu'au buteur, ça vient chercher les ballons jusqu'en défense s'il le faut et c'est très agréable à voir. Il a aussi beaucoup d'attentes autour de lui, Almouez, parce que c'est un joueur où on a pu voir des journaux titrés. Il a le niveau de Ali Daei. Ali Daei qui est le recordman tout juste dépassé par Cristiano Ronaldo de buts en sélection internationale. Donc la comparaison est un petit peu douteuse, un petit peu exagérée sûrement, mais ça montre le niveau d'attente qu'il y a autour de lui en tout cas. Et sans oublier vraiment l'élément peut-être principal de cette nation qui est Félix Sanchez-Bas, un sélectionneur qui colle au Qatar vraiment, en place depuis 2017. Je le précise parce que avant lui, c'est 7 sélectionneurs en 6 ans, dont Jamel Belmadi de 2014 à 2015, ça n'a pas du tout fonctionné. Donc vraiment, il est là depuis 5 ans, c'est quelque chose d'un petit peu nouveau pour la sélection qatari. Il a mis son jeu en place, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, formé à la Masia, un jeu un peu à l'espagnol. Il est venu redorer dans un contexte un peu difficile à son arrivée où les naturalisations ne se font
plus de la même manière, beaucoup plus strict. Il a su amener le renouveau à cette équipe avec un jeu de possession et qui me semble, ma foi, très bien léché pour des joueurs entre guillemets, hein, je dis bien entre guillemets, de ce calibre. En tout cas, chapeau à Félix Sanchez-Bass, et c'est tout ce que j'ai à vous dire sur cet effectif. On a aussi un effectif qui se connaît, qui se côtoie très souvent parce que la quasi-totalité des joueurs évoluent dans le championnat qatari. 9 joueurs évoluent à Al Sadd, 7 à Al Douail, 4 à Al Gharafa, 2 à Al Wakra et 1 à Al Rayyan. Les joueurs se côtoient vraiment régulièrement et ça n'a aucun incident sur la vie de groupe parce qu'au contraire, on sent vraiment un groupe uni. En voyant les matchs, on voit les efforts qu'ils font l'un pour l'autre jusqu'au buteur. C'est assez remarquable. Donc je ne pense pas que ce soit un problème, au contraire. C'est vraiment ce qui fait pour moi la force de cette équipe. Alors mon avis final sur la question, c'est qu'il y a 2 portes de sortie pour le Qatar. Ou ça les galvanise, ou ça les tétanise. Concernant la galvanisation, on sait que les équipes hautes, les nations hautes ont souvent un supplément d'âme lors de compétitions internationales. La Russie en 2018 qui a même réussi à passer un tour supplémentaire face à l'Espagne, la Corée du Sud, le Japon, les États-Unis. Seule l'Afrique du Sud en 2010 n'a pas réussi à passer les poules en étant le pays hôte. Mais globalement, on sait que les organisateurs ont ce truc en plus, ont presque plus de chances de passer les poules. On sait que la poule est assez relevée, les Pays-Bas en tant que leader, le Sénégal dans une forme étincelante, puis l'Équateur assez accrocheuse. C'est pas une poule évidente. Mais franchement, je crois en les chances du Qatar, vraiment. En ce qui concerne la tétanisation, ça pourrait leur faire un choc, un événement majeur comme ça, ils ne connaissent pas. Ça peut faire beaucoup pour ces joueurs-là. J'espère et je pense qu'ils peuvent ne pas tomber dans ce piège-là. Déjà, ils ne font pas le match d'ouverture. Le match d'ouverture qui sera un Pays-Bas-Sénégal. C'est déjà une pression en moins sur les épaules pour un joueur. Je pense que ça peut avoir son importance. Alors pour moi, le Qatar a vraiment des chances de se qualifier. Voyons voir ce que ça donne sur le terrain. On aura la réponse qu'en novembre. Et dites-moi ce que vous en pensez, vous, votre avis, toujours dans la bonté, évidemment. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur une équipe, une nation concernant la poule A, évidemment. À bientôt.